Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. En direct du Stade de France sur Sud Radio pour une soirée exceptionnelle. En route vers le 10e Grand Chelem du 15 de France. On va revenir dans un instant avec Julien Thomas, avec Mathias Merlot sur la victoire du RC Toulon face à La Rochelle 41-11. On l'a vécu en direct en intégralité. Mais place tout de suite bien sûr à notre avant-match parce qu'on attend tous ce match entre la France et l'Angleterre. Voilà, et notamment bien les invités qui vont se succéder. Fabien Pelouse d'ici quelques minutes là, qui est avec Alexandre Priam près du stade. D'ailleurs si Alexandre est connecté, qu'il me fasse signe bien sûr. Il n'est pas encore arrivé. Il fait le tour du stade, il cherche Fabien Pelouse. Non mais ils se sont trouvés, j'ai des bonnes infos, ils se sont trouvés. En tout cas on va aussi revivre toutes les épopées des grands chelems. Il y en a eu 9 avant celui que l'on espère ce soir, ce grand chelem 2022. Un mot avec Julien Thomas quand même sur la difficulté de réaliser un grand chelem. Ce ne serait que la 3e fois depuis le tournoi des 6 nations en 2000. C'est dire quand même que voilà, c'est déjà une performance d'arriver jusqu'à ce dernier match, jusqu'à cette finale France-Angleterre. Ah ben bien sûr, c'est gagner tous les matchs dans un tournoi destination, voilà, c'est le suprême on va dire. Donc gagner le tournoi c'est faisable, mais Grand Chelem c'est vraiment quelque chose d'encore plus historique et là ils ont ça au bout des doigts les Français, et on sent vraiment qu'avec amené par Fabien Galtier et l'enthousiasme depuis tant d'années, 12 ans que voilà, ce Grand Chelem n'est pas revenu aux Français. Mais je pense que ce soir ils vont être galvanisés, remontés comme des pendules et surtout lucides, je pense, malgré l'événement et la pression qu'ils peuvent avoir et ressentir. Voilà, on peut dire que ça y est, la journée a eu sa surprise. Ça a été la victoire de l'Italie au Pays de Galles 22-21. Si vous nous rejoignez dans les dernières secondes du match, un essai de Padovani après un exploit de l'arrière grenoblois et futur toulousain Ange Coapozzo. Mais en tout cas, c'est une belle soirée qui s'annonce. Retour à Mayol quand même pour ce match en retard de la 15e journée. Mathias Merlot, que vous nous avez fait vivre en direct en intégralité sur Sud Radio. Festival Louis Carbonel, festival des Toulonnais qui ont passé 40 points, ça fait longtemps que c'était pas arrivé. Serait-ce enfin le match référence? Je pense bien que ce sera le match référence. Je vais pas trop m'avancer pour éviter de porter l'âge Koumoun aux Génois, mais tu sais François, il y a un signe qui ne trompe pas à Mayol. Ça faisait des années même qu'on voyait des gens rapidement partir à la fin des matchs du RC Toulon, et cette fois-ci Mayol ne désemplit pas, ils ne veulent pas partir, le peuple de Besançon ne veut pas partir. Ils saluent les guerriers parce qu'ils ont vu un match abouti de bout en bout. On avait vu sous Patrice Colazo des fois des bonnes choses en première période, en deuxième période, mais là de bout en bout les Toulonnais ont tenu la dragée haute, un candidat au top 6 et surtout au vice-champion de France et champion d'Europe en titre. Donc match plein pour les Toulonnais, et ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça, une telle performance à Mayol. Allez, Mathias Merlot depuis Toulon, retour au Stade de France parce qu'on attend ce France-Angleterre, coup d'envoi 21h en direct sur Sud Radio avec Daniel Herrero, et aussi des invités de marque comme Fabien Pelouse qui est avec Alexandre Priam. Oui, bonsoir François, bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Un jour de Grand Chelem peut-être. Alors on va éviter de titiller le karma ce soir, mais il y a quand même une effervescence particulière aujourd'hui autour du Stade de France. Oui, il y a une effervescence particulière, on sent une attente, mais qui cristallise juste finalement 12 ans d'attente. Parce que c'est ça, on attend finalement cette émotion immense que procure un Grand Chelem, et tous les supporters de rugby attendent ça depuis 12 ans. 12 ans c'est long, donc voilà, j'espère que finalement l'émotion et la joie va être à la hauteur de cette très longue attente. François. Qu'est-ce qu'elle a cette équipe, on va dire, qui peut relever? Fabien, vous avez fait 4 grands chelems, on peut le rappeler quand même, 97, 98, 2002, 2004. Vous avez connu le tournoi des 5, le tournoi des 6 nations. Non pas que vous êtes très vieux, mais en tout cas que vous avez eu une certaine expérience en tant que joueur. C'est ça, je te remercie. Plutôt de l'expérience, j'appelle ça. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, Fabien, cette équipe? Parce qu'on a l'impression que la pression glisse sur elle. Exactement, c'est exactement la même impression que j'ai de cette équipe. On a l'impression que tout glisse sur ce groupe-là, et que finalement ils attaquent les matchs tout le temps de la même façon, pliés au plancher, ils tiennent jusqu'au bout leurs engagements de jeu, leurs engagements au niveau des impacts, leurs engagements au niveau de la stratégie. Et franchement, elle fait très plaisir à voir, parce qu'en fait, c'est aussi une équipe qui donne beaucoup d'émotions.
depuis voilà 2 ans et demi maintenant depuis la dernière Coupe du Monde et qui a construit sa façon de jouer, qui a construit son état d'esprit et maintenant qui est en passe de construire aussi son palmarès. Ouais, il y avait quand même une génération que Fabien, tu as connu en tant que entraîneur, manager des U20. C'était les Dupont, les Cross que tu as eu. J'en oublie sans doute certains. Est-ce que tu avais décelé justement cette capacité de cette génération à quand même, on va dire, enfiler les titres comme votre génération? Ouais, on sentait qu'il y avait quand même dans ces groupes-là quelques joueurs d'exception et il fallait en tout cas qu'ils aient l'occasion de pouvoir jouer ensemble et finalement donner leur plein potentiel dans un jeu qu'ils apprécieraient de jouer, et ce qu'a réussi ce staff et Fabien Galtier en tête. Ils ont réussi à mettre en place finalement à ce type de joueurs-là. Alexandre, peut-être pour une dernière question, parce que je pense que ta batterie te contraint un petit peu. Oui, effectivement. Une dernière question. On a perdu Alexandre François. Ouais, on a un petit problème de liaison effectivement. Le réseau qui nous fait déjà des misères, mais en tout cas on est bien installé en tribune. Il nous entend, Alexandre. Peut-il nous répondre? Voilà. Ah oui, d'accord. Vas-y pour ta question alors. Oui, on souligne souvent la première ligne de l'équipe de France comme une référence mondiale. Est-ce que par exemple un joueur comme Cyril Bay ou Julien Marchand, mais notamment Cyril Bay, peut être considéré comme aujourd'hui le meilleur joueur du tournoi Destination? On va attendre ce match quand même pour dire ça, parce que en face il y a un gaucher aussi qui s'est révélé sur ce tournoi-là et qui je pense est pas très loin derrière Cyril Bay, qui pour moi est effectivement pour l'instant le meilleur joueur du tournoi. Mais attendons la fin du match, parce que je pense que les Anglais nous auront préparé quand même un petit tour, notamment en conquête, où je pense qu'ils vont nous mettre énormément de pression, en sachant que ils ont bien remué les Irlandais, et que nous contre les Irlandais ça n'a pas été simple, et que la semaine dernière notre touche a été un petit peu défaillante. Donc voilà, c'est peut-être le point d'interrogation dans ce match, de savoir si finalement la conquête française va au moins rivaliser avec la conquête anglaise, et si c'est le cas, je pense qu'il n'y aura pas photo à la fin. Comme en 2004, Fabien, ça se termine par l'Angleterre. Quel piège peut se présenter là devant les Français? On a la pression pour ce dernier match? Ouais, il n'y a pas de piège, parce qu'on sait que les Anglais finalement vont notamment sur les aspects physiques, parce qu'ils ont composé un pack quand même qui est solide, on va dire, qui avec des joueurs d'engagement, et donc je pense qu'ils vont essayer de nous mettre la pression là-dessus. Donc finalement, de par leur composition d'équipe, je crois que ils annoncent le ton, donc il n'y a pas de piège particulier. On sait où est-ce qu'ils veulent nous prendre, et à nous finalement, à l'équipe de France de répondre à cet engagement-là. Il n'y a pas de piège là-dedans, on sait où ils vont nous prendre, et c'est à nous à y répondre. Bon, voilà. Allez, merci en tout cas Fabien, merci Alexandre, et merci à Fabien. 4 grands chelems, voilà, c'est pour nous donner de la force aussi qu'on sollicite les grands anciens, pour nous donner aussi la force d'y croire sur ce 10e grand chelem qu'on attend quand même depuis 12 ans et depuis bien longtemps. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio, on est au Stade de France bien sûr. Julien Thomas est avec nous dans le studio Sud Radio. Mathias Merlot toujours à Toulon, ou déjà parti en conf de presse? Il est déjà parti en conf de presse, Mathias, pour aller recueillir les impressions des Toulonnais qui ont mis en point de bonus offensif au Rochelet. 41-11, voilà pour les Toulonnais. On espère que ça donnera des idées à notre 15 de France. Voilà un score qu'on aimerait bien pour nos Bleus tout à l'heure face aux Anglais. Restez sur Sud Radio pour cette soirée exceptionnelle en vue du Grand Chelem. Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio Sport, le MAG, François Trio.
En direct du Stade de France, soirée spéciale pour ce France-Angleterre. On a envie de dire soirée spéciale Grand Chelem, mais attention, on n'y est pas encore. Voilà, Julien Thomas est avec nous. C'est vrai qu'il y a quand même une ambiance, Julien, un peu d'euphorie là. Tout le monde a l'impression que ça y est, c'est une formalité. Face à nous, quand même, il y a un gros morceau, une bête un peu blessée que cette équipe d'Angleterre. Ah, mais une bête surtout qui était vice-championne du monde, qui bien sûr ces derniers temps a gagné les Sudaf champions, qui a bien sûr peut-être en début de ce tournoi n'a pas excellé, mais a quand même des joueurs de talent, et puis surtout qui n'a rien à perdre dans ce match, ni de gagner le Grand Chelem, ni de gagner le tournoi. Donc elle va jouer libérée, cette équipe d'Angleterre, elle va jouer avec de l'envie justement pour essayer de concasser et d'enlever peut-être un Grand Chelem à l'équipe de France dans ce crunch où toujours il y a eu cette rivalité, que ce soit des équipes de France jeunes jusqu'à la grande 15 de France. Donc voilà, c'est ce 15 de France, les armes pour bien sûr favorables pour gagner. En revanche, en face, ils vont trouver, je pense, un 15 d'Angleterre qui va venir nous casser les bonbons, comme on dit. et les Anglais ont un peu joué l'intox cette semaine là, notamment avec Eddie Jones. D'abord, il a fait une compo avec en rappelant Fairbank qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans. Enfin bon, ça a été un petit peu surprenant. Et il a surtout parlé, bien sûr, il a fait un petit peu d'intox en conf de presse. Et il a même dit: nous aurons une bonne victoire contre la France. Nous l'avons battu lors de nos 2 derniers matchs. Nous avons donc une assez bonne idée de la façon de jouer contre eux. Écoutez la réponse de Fabien Galtier, pour qui, bien sûr, ce n'est pas passé inaperçu au micro d'Alexandre Priam cette semaine. Effectivement, nous entendons, nous sommes très attentifs à ce qui se dit autour de nous. Nous écoutons, et notamment nos adversaires, puisque nous étudions nos adversaires, et nous entendons ce que disent les adversaires d'eux et de nous. Donc évidemment, ça contribue à notre travail de préparation, bien sûr. Et le rendez-vous, c'est samedi soir. C'est samedi à 21h au Stade de France. Nous ne jouons pas, nous accompagnons la préparation, nous la dirigeons, et nous serons prêts à répondre. C'est du petit lait, Julien Thomas, non? Cette réponse-là de Fabien Galtier, voilà, on sent que la partie de bluff et de com a commencé, et c'est peut-être pas une bonne idée là qu'il a eu Eddie Jones là de dire ce qu'il a dit. Ouais, c'est bien sûr une pique volontaire du sélectionneur anglais. Justement, ils se connaissent bien les 2 hommes. Ouais, voilà, ils se connaissent, mais voir si ça met mentalement un petit peu à défaut cette équipe de France, voire même le staff, pour nous énerver et puis être un petit peu sur les nerfs lors du match. Sauf que la réponse quand même de Fabien, qui est très intéressante, c'est qu'il arrive en conférence avec posé, avec des phrases vraiment tranquilles, pas avec une réponse agressive, et surtout de pas amener ses joueurs dans cette conférence et dans ce sujet. Au moins il les laisse un petit peu à partie, il les protège. C'est lui avec Raphaël Ibanez qui est allé un petit peu au feu justement pour y répondre. Donc je trouve ça judicieux, et surtout je pense que justement cette humilité, et puis comme il dit, rendez-vous à 21h ce soir sur le pré, il n'a pas tort. Oui, rendez-vous à 21h effectivement. On sera là, nous on sera en direct sur Sud Radio. Des invités qui vont se succéder pour parler des différentes épopées. Vous Julien, là, si je prends un peu vos souvenirs de Grand Chelem, lesquels vous remontent à l'esprit spontanément comme ça? Oh, je dirais les derniers, ça serait peut-être le 2010. 2000, ouais, c'est vraiment des... Je pense que les grands chelem et les victoires sont différentes, mais par contre, ces générations d'équipes de France qui étaient bien sûr notre rugby et notre état d'esprit, parce que c'était vraiment notre projet, et puis surtout galvaniser des joueurs, et puis surtout par rapport au club. Mais je trouve vraiment que l'équipe de France pendant 12 ans, je ne sais pas quelle est la raison vraiment de passer au peignoir et à la disette comme on a eu, ce passage à vide, alors qu'il y avait quand même du talent dans les joueurs. Donc là, j'espère que voilà, on revient sur le devant de la scène et qu'on va le récolter pour justement remettre et redorer le coq français.
Ouais, une soirée que l'on espère de fête, mais qui, on va dire, sera teintée aussi de cette tristesse, puisque on le rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur Sud Radio, on rappelle le décès de Federico Martin Aramburu, le joueur argentin qui a joué à Perpignan, qui a joué également à Biarritz, 2 fois champion de France en 2002 et 2005, et qui a été tué par balle ce samedi matin vers 6h dans le quartier Saint-Germain, au cœur de Paris, après une altercation avec des individus qui donc l'ont abattu par balle. 42 ans, 3 enfants, c'est beaucoup de tristesse, hein, on sent que la famille du rugby, au-delà même des Argentins, voilà, c'est tout le rugby qui aujourd'hui pleure ce joueur qui était charmant, que vous avez sans doute dû croiser, Julien, affronter même, ouais, fait, et qui ça nous laisse, on va dire, ça nous cueille un petit peu, parce que c'est vrai que c'est une nouvelle très brutale et très choquante, hein. Mais oui, exactement, mais c'est surtout, oui, j'ai joué contre lui, notamment quand il était au BO, il était passé par Dax, il était double champion de France avec le BO 2005-2006, 22 sélections quand même avec l'Argentine, et puis c'est surtout les faits, comment il est décédé par des balles, des tirs dans Paris. Voilà, ça m'a estomaqué, et puis surtout que c'était un mec, j'ai pu le croiser et puis même boire une bière avec lui, c'est vraiment un mec adorable, donc voilà, je suis attristé bien sûr, donc pour sa famille, pour tout le monde qui était proche, mais je ne comprends pas, voilà, le bilan de cette mort de Federico Aramburu, donc c'est dramatique, oui, et surpris. Oui. On a effectivement une pensée pour Federico, hein, qui devait être dans ce stade, hein, ce soir, et pour Sean Hegarty qui était à ses côtés, puis bien sûr pour la famille de l'ancien joueur du Biarritz Olympique, et qui est dans la douleur, et bien sûr nous associons à cette douleur et de grosses pensées pour la famille de Federico Martin Aramburu. Le programme de Sud Radio qui continue, bien sûr. On va se retrouver dans un instant, parce que vous le savez, on est ensemble jusqu'à minuit, hein, sur Sud Radio. On va vivre pleinement cette soirée. Il y a déjà des joueurs qui sont sur la pelouse, ils sont en tenue civile. J'aperçois Cameron Woki, voilà, ils ont certains comme Romain Taofifinois qui est en train de passer un petit coup de fil. J'aperçois Gaël Ficou également. Ils sont en train de reconnaître cette pelouse et le stade qui est en train de se remplir. Voilà l'ambiance sur Sud Radio. On est prêt pour vivre cette soirée Grand Chelem. À tout de suite. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Sud Radio en direct du Stade de France, soirée spéciale France-Angleterre, soirée spéciale, on l'espère, 10e Grand Chelem. Voilà, c'est un grand moment que nous espérons vivre, bien sûr, et on a aussi envie de se replonger dans les belles épopées du 15 de France, et notamment les Grands Chelems passés. Tiens, celui qui a beaucoup fait parler, c'est le 2e Grand Chelem de l'histoire, c'est 77, lorsque 15 joueurs ont réussi la passe de 4. À l'époque, c'est le tournoi des 5 nations, les 15 mêmes titulaires autour d'un capitaine Jacques Fouroux et puis d'un 3e ligne flamboyant Jean-Pierre Rive. Écoutez, on va revivre en quelques secondes, avant d'accueillir Jean-Pierre Rive, bien sûr, on va revivre ce 2e Grand Chelem de l'histoire du 15 de France. Jacques, c'était nous, en fin de compte. Une immense personne, il savait nous prendre en compte, il était irremplaçable, parce que c'était toujours la bonne humeur, et puis quand il fallait durcir, il durcissait, c'était un bon compagnon. Bastien qui va marquer, Bastien essaie de s'enlever, et Bastien a platé, magnifique, merveilleux. 77 a été très impressionnant, un Grand Chelem joué par les 15 mêmes joueurs, vous m'entendez bien, ils ne se sont pas fait marquer un seul essai, jamais vu dans l'histoire. Voilà donc le Grand Chelem de 77. Jean-Pierre Rive est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être en direct sur Sud Radio. Jean-Pierre. Avec grand plaisir. Quand merci on te dit, je te tutoie parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Mais quand Jean-Pierre, on te parle de Grand Chelem, ça évoque quoi pour toi, on va dire 30 ou 40 ans après? Tu sais, il reste une espèce
même pas de souvenirs, mais une émotion, quelque chose qui est indéfinissable, un grand bonheur partagé avec tous ces garçons. On est resté, c'est notre famille, on vient de là, on s'est fabriqué là, on est devenu un peu moins mauvais, à défaut de devenir un peu meilleur. Et je crois qu'on s'appelle de temps en temps, on se dit ça va, et ça nous suffit à notre bonheur, à notre idéal. Voilà, le rugby, c'est cette grande famille. Et là, l'équipe de France est en train de se fabriquer un formidable avenir. Enfin, cette équipe de France-là, qui est exceptionnelle, autour de Dupont, qui est magnifique. Oui, mais toutes les grandes équipes, celle de 77, lorsque Jean-Pierre, tu étais dans cette équipe incroyable, et celle de 81 également, se sont construites aussi autour de grands joueurs. Et Antoine Dupont, et on a l'impression que c'est le chef de file, qu'il ne peut rien nous arriver avec un capitaine comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, nous, on était une bande un peu de voyous, on était très contents de l'être un petit peu. et puis on a eu beaucoup de chance, c'était autre chose, c'était une autre époque, un autre jeu, une autre façon de voir. Mais là, aujourd'hui, ils ont une équipe remarquable avec, comme tu dis, François, Antoine, qui est magnifique, il est entouré de garçons exceptionnels. On ne sait pas ce qui peut leur arriver, quoi. C'est la moindre des choses que... Enfin, moi je pense, mais écoutez, c'est mes filles quand même, on ne sait jamais. Mais c'est une équipe remarquable et je pense qu'ils sont qu'au début de leurs exploits, si je peux dire. Jean-Pierre, ils ont aussi 2 troisième lignes du Stade Toulousain, ça te rappelle quelque chose? Ah ben oui, ça me rappelle quelque chose. On était avec Jean-Claude, on a fait un long bout de chemin avec Jean-Claude et puis avec Jean-Pierre Bastia et Jean-Claude Scrala, bien sûr. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui nous a unis, qui nous réunit, qui nous font nous retrouver. Alors de temps en temps, on pense à ceux qui sont déjà partis en avant, qui jouent avec le bon Dieu dans le 15 du ciel. Et puis voilà, mais c'est toujours très doux comme un sentiment. Et voilà, et quand on voit les petits faire ce qu'ils font, je suis tellement content pour eux et ils ne s'imaginent pas le bonheur qu'ils sont en train de se fabriquer. Tu vas le vivre où ce match, toi, Jean-Pierre Yves? Je vais le regarder à la maison, en famille. Voilà, je suis avec des golfeurs, moi. Alors, je ne sais pas s'ils vont regarder, mais moi je vais regarder. Et voilà. Bon, tiens, les Français qui sont en train d'arriver au stade, qui étaient sur la pelouse là il y a encore quelques secondes. Je croyais que le match avait été avancé, qu'ils avaient marqué déjà. Non, nous on est là, nous on est à l'avance, on est prêt bien sûr. François, ne loupe rien. Je sais que tu ne vas rien louper de toute façon. Et voilà, et on peut que leur souhaiter l'immense bonheur et je crois qu'ils sont pas loin, Mais bon, les Anglais sont quand même redoutables. Les arbitres également, alors il faut se méfier. Oui, et le danger c'est quoi? C'est de se croire déjà un peu arrivé Non, le danger, il n'y a pas de danger. Je pense pas qu'il y ait du danger en match de rugby. Mais un match de rugby, c'est difficile. Et surtout les Anglais sont des durs à cuire. Et puis bon, voilà. Bon, mais écoute Jean-Pierre, je te remercie en tout cas. Passe une bonne soirée pour ce match. On espère qu'on va vibrer bien sûr et qu'on va continuer de vibrer parce qu'elle nous fait vibrer cette jeune équipe de France. 26 ans de moyenne d'âge, 23 sélections, voilà, et on espère qu'elle suivra votre chemin. Vous les aînés, voilà, 77-81. Merci Jean-Pierre Yves d'avoir été en direct sur Sud Radio. C'était un grand plaisir. À bientôt Jean-Pierre. À bientôt, allez prendre. Sud Radio, bien sûr, soirée exceptionnelle depuis le Stade de France, voilà, où nous accueillons toute l'équipe qui se renforce comme ça, Alexandre Priam et Daniel Herrero qui est là. Daniel, un petit bonjour. Non, Daniel, un petit bonjour pour nos auditeurs Sud Radio qui vont suivre cette soirée incroyable, cette soirée inoubliable, on l'espère en tout cas. On a eu peur la semaine dernière, vendredi au Millennium. Voilà, là il y a quand même un petit vent qui souffle, une petite brise dans l'air et puis aussi un petit vent d'euphorie qui souffle déjà. Est-ce que ça t'inquiète ou est-ce que c'est que l'environnement? D'abord je vous salue évidemment avec affection. Deux, sur le lieu, le moment, l'époque,
qui va définir un type d'atmosphère un peu particulier pour ce match-là. Il est le dernier du tournoi. Il oppose deux équipes qui historiquement ont des antipathies ou des cultures opposées ou des irritations culturelles. Enfin bon, un certain nombre de choses. La France et l'Angleterre. Allez voir quand même que dans la période, les Français ont fait 4 levées, donc ça serait la 5e. Et vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que quand on gagne 5 matchs d'affilée dans un tournoi comme celui des 6 nations européennes, eh bien, tu gagnes ce qu'on appelle le Grand Chelem. Et là, tu arrives sur le rare. Tu arrives sur le rare, presque l'unique dans l'histoire de France. Bon, il y en a bien une dizaine, mais sur 50 ans ou 60 ans. Et là, ça faisait quand même plus de 12 ans donc que les Français n'avaient pas connu cette gloire-là. Et donc tout ça met quand même une espèce de tension. Alors, euphorie, on sent un incroyable courant de sympathie sur notre équipe nationale de rugby. Alors, incroyable. Je pense que ce courant-là vient des experts, des amateurs, des gens qui aiment, des supporters dans son ensemble du monde de l'Ovalie, des rugbyman de France. Mais en même temps, on sent que, j'allais dire, ça touche le pays. Ça touche quelque chose de plus profond dans la nation de France, dans le pays de France. Cette équipe de France est un peu missionnée. Et si elle est missionnée, ça met là aussi une pression un peu originale, un peu missionnée, pour aller apporter des joies rares, peut-être dans la période, pour aller apporter une gloire qu'on attend depuis si longtemps, pour aller apporter de fait un bonheur à tout le monde, en l'occurrence aux gens d'Ovalie et aux gens de France. Voilà, donc cette pression est incontestable. Je ne ressens pas, moi, une forme d'euphorie, je ressens quand même un peu le sens de la mission. La mission, ça veut dire, on ne peut pas faire autrement, collègue. Alors, tu vois, non. La fonction, tu fais comme tu peux, mais après on verra bien. La mission, on ne peut pas faire autrement. Là, tu es chargé d'une forme de responsabilité. On te donne une estime lourde, mais en rien, tu ne peux, non pas la trahir, mais même tu ne peux ne pas y être conforme. Donc, sur les Français, malgré tout, sur les épaules de notre 15 de France, il y a une lourdeur un peu inhabituelle. Je ne la crois pas inhibitrice. Je ne pense pas que ça va les gêner ou je pense même mieux que, vu les caractéristiques de cette équipe nationale, ça donne un élan encore un peu plus fort, Mais j'avoue que la période et le match en cela, il est un événement et en cela, il est unique dans la décennie. C'est sûr. Et tiens, on peut aussi faire partager à nos auditeurs Sud Radio ce qui est en train de se passer sur la pelouse. Voilà, il y a eu quelques cris dans le stade parce qu'il y a Antoine Dupont, parce qu'il y a François Cross qui sont sur la pelouse en train de commencer à s'échauffer. On va dire c'est un pré-échauffement tranquille avec le ballon. Mais voilà, le public qui commence à vibrer. On est à 2h15. Un peu moins. 1h45. Mais moi je suis un peu déphasé. On sent une forme de pression, François. On sent quelque chose qui bouge un peu dans le ventre, pas dans l'analyse, mais par contre dans l'instant, dans le moment. Où en sommes-nous? Mais il reste encore quand même une bonne heure et demie. 1h20 sur Sud Radio. Julien Thomas qui est avec nous toujours dans le studio Sud Radio. C'est vrai qu'elle peut être hermétique à cette pression. On la sent solide cette équipe. Mais enfin aujourd'hui on joue pas un grand chelem toutes les semaines non plus. Ils sont jeunes, on le dit, 26 ans de moyenne. Il y a une charnière qui est quand même assez jeune, un numéro 10 qui est jeune, enfin un arrière qui est jeune. Voilà, il peut aussi y avoir des moments où la pression peut vous rattraper. Ah mais bien sûr. Bonsoir Daniel. Ciao. Tout d'abord. Mais oui, tu as raison François. C'est une équipe de France quand même. C'est une génération déjà dorée. Donc qui ont commencé par la formation dans les clubs, qui ont été déjà préparés peut-être vers le haut niveau et qui arrivent bien sûr par leur club dans l'équipe de France. L'équipe de France maintenant on la voit tellement sereine, c'est toute une formation et toute une attitude qu'ils ont déjà en club. Quand tu es à Toulouse et que tu dois défendre et que tu joues champion de France et champion d'Europe, tu as la pression tous les week-ends. Quand tu es à Montpellier qu'il faut que tu sois dans les top 6 puis dans les phases finales et puis dans le top 4, tu as la pression tous les week-ends. Donc cette pression, je pense que déjà ils l'ont même en club. En revanche, c'est une génération qui digère totalement, c'est vrai, et sereine, ce qui m'a surpris d'ailleurs même au Pays de Galles, sereine jusqu'à la dernière minute. Ils auraient pu un peu s'exciter, s'affoler, et ça c'est assez remarquable, le tempérament quand même de ces jeunes joueurs, parce que tu as la pression aussi de notre société, les réseaux sociaux, etc.
et je pense qu'on va digérer facilement cette pression qui est aujourd'hui le Grand Chelem. Oui, mais Julien, cette équipe de France, elle n'a pas été parfaite il y a 2 ans, elle n'a pas été parfaite non plus l'année dernière quand il fallait gagner. Il y a eu des moments clés quand même où elle devait gagner, Julien et Daniel, cette équipe de France, où elle a flanché. On l'avait vu, finale de l'Autumn Nations Cup à Twickenham, on a flanché. En Écosse, pour aller continuer sur le Grand Chelem, on avait flanché. Qu'est-ce qui va faire qu'on flanche pas ce soir? Alors, moi je dirais qu'effectivement, dans les temps, alors en sport, il faut faire gaffe parce que les temps ont des densités particulières. On parlait dans l'analyse, enfin dans le questionnement d'Alex, d'un match que la France perd, c'était en novembre 2020. Oui. 2020 pour la finale. Bon, mais c'est déjà très très loin ça. En sport, c'est 2 saisons, c'est 10 matchs qui séparent, 10-12 matchs. Ça fait très très loin. Mais c'est vrai que, bon, on dira dans les temps récents, dans l'année écoulée, le 15 de France avait cultivé une espèce de plaisir quasiment à la bévue décisive. Non mais à la bévue, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi? La France perd 4 matchs contre l'Angleterre, contre l'Australie, contre l'Écosse l'année dernière. 4 matchs qu'elle a en main, qu'elle a plutôt maîtrisé, qu'elle a plutôt dominé, et elle le perd sur la dernière seconde, sur la bévue. Je dis la bévue, c'est un peu original parce que ça semblerait être soit une perte de lucidité, soit une petite suffisance bouffonne, tu vois, qui semble pas caractériser cette équipe de France, soit peut-être effectivement quand même une difficulté dans les très très grandes tensions à lire objectivement les choses à 3 minutes. La semaine dernière, par exemple, on a vu encore un truc ou deux au Pays de Galles qui nous ont un peu surpris. Le coup de pied, je pense, le coup de pied de Loukou à 1 minute 30 de la fin. Tu vois, ce genre de truc, tu dis, tiens, on manque un peu de lucidité. Mais après, on nous a expliqué. Alors, il y a un truc, c'est que cette équipe de France, elle, sans trop, mais les collègues qui sont autour, arrivent à nous faire croire que tout ce qu'ils font est magnifique. Mais arrivent à nous faire croire que tout ce qu'ils font est magnifique. C'était presque prévu, quoi. Ouais, mais par exemple, non, mais c'est quand même un truc terrible. La semaine dernière, on dit battre les Gallois. Battre les Gallois, Cardiff, les collègues. Mais c'est un exploit colossal. Mais vous vous rendez pas compte la difficulté majeure du truc. Aujourd'hui, ces Gallois, ils viennent de se faire piner par les Italiens. Tu vois, bon, ça m'a échappé. La formulation est un peu exotique. Non, ça m'a échappé. Je l'ai senti. Non, les Gallois, on dira, dans leur rente, je vous prie de m'excuser. Non, je sentais que c'était une formulation un peu aux limites du vulgaire. Je l'ai senti. Mais on a fait un bip, on parle vrai. Ouais, on parle vrai. Bon, mais ça ressemble un peu à ça quand même au demeurant. C'était à 30 secondes de la fin. C'est à 30 secondes de la fin, donc ça ressemble un peu à ça. Hein. Oui. Bon, enfin, en d'autres termes, les Français, de par le grand courant de sympathie qu'ils génèrent, eh bien, il y a aussi une forme de tolérance. Hein. Et cette tolérance donne, je pense, une tolérance. Les Français jouent pas très très bien, mais ils défendent comme des monstres, tu vois. Les Français construisent pas très très bien, mais ils ont quand même un potentiel contre assez élevé. Bon, avec tout ça, quand même, ils ont gagné les 4 matchs du tournoi, dont 2, pour ne pas dire 3, ont été très 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 difficiles à emporter. À la sortie, cette équipe de France, le courant de sympathie fait que, effectivement, elle est assez sereine sur quoi qu'il arrive, parce que de fait, on continuera à l'aimer quoi qu'il arrive. Julien Thomas, toi qui connais bien Fabien Galtier, ces fins de match là qui sont mal gérées, comment lui il le travaille ça rapidement? Il met des scénarios à tous les entraînements. Tu as pris un carton jaune, ils vont faire un scénario pendant 20 minutes, qu'est-ce qu'on fait, comment, pourquoi, qu'est-ce qui pourrait se passer, qui va où, est-ce qu'on rajoute un centre à 5 mètres de la ligne sur une mêlée. Donc tout scénario est réfléchi par Fabien, tout scénario est programmé s'il y a cette aventure pendant le match. Il n'y a rien laissé au hasard. Daniel parlait aussi de le côté sympathie, mais oui, de la communication, on voit que l'équipe de France, et même Fabien dans ses conférences de presse, pour répondre à Eddie Jones ou autre, c'est la com, et il attire le public, il crée autour de cette équipe de France un bulldozer qui les monte vers le haut, et il va les faire monter jusqu'à la Coupe du Monde. Et ils ont perdu, comme tu disais Alexandre, les matchs 2020-21, mais c'est parce qu'elle était jeune, pas d'expérience, et c'est pour ça qu'ils gardent ce groupe avec des titulaires, qui gardent vraiment une ossature, et notamment l'épine dorsale ou des leaders de cette équipe de France au maximum, pour leur donner de l'expérience, des sélections, et qu'ils arrivent avec ce bagage pour gagner des matchs couperés. 25e match aujourd'hui de ce 15 de France version Fabien Galtier. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Daniel est avec nous, mais on va aussi avoir d'autres invités. Bien sûr Daniel qui va aller au contrôle antidopage, et
bien sûr. On va aussi avoir d'autres invités pour nous faire vivre aussi quand même cette histoire du 15 de France au travers de ces 9 grands chelems. On a eu Jean-Pierre Yves, on a eu Fabien Pelouse. Voilà, dans un instant, Thomas Castaignède sera avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio. Restez avec nous. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. Avec vous les auditeurs Sud Radio pour vivre cette grande soirée rugby sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à minuit autour du match France-Angleterre. Cette quête du Grand Chelem qui fait parler, qui fait rêver aussi et qui nous a fait vibrer, nous les amateurs de rugby. Il y a eu 9 Grands Chelem bien sûr. On a eu Fabien Pelouse, on a eu Jean-Pierre Yves. Voilà, et avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio, c'est Thomas Castaignède. Bonsoir Thomas. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Quand je vous dis Grand Chelem Thomas, ça vous évoque quoi ? Des moments inoubliables, mais surtout des aventures humaines avec une apothéose qui s'était terminée à Wembley dans un stade qui avait une âme particulière. Voilà, vous parlez bien sûr du Grand Chelem de 98 qui avait été absolument merveilleux. On se rappelle tous de vos cadrages débordements sur Neil Jenkins, si ma mémoire est bonne, à Wembley. C'était, il y avait une forme de féerie et c'était venu un petit peu parachever l'œuvre. Voilà, c'était un rêve de gamin, vous, quand vous étiez jeune rugbyman, de remporter un Grand Chelem. Ouais, vous savez, en tant que jeune joueur, j'étais avec mes parents sur mon canapé en train de regarder les matchs et puis un jour je suis passé de mon canapé dans l'écran de télévision. Voilà, je regardais Roger Couder, tous ces grands matchs de l'équipe de France et je rêvais. Voilà, j'étais entouré dans mon équipe de Mont-de-Marsan. Voilà, j'étais entouré de Laurent Rodriguez à l'époque qui partait jouer les matchs internationaux. Je me dis peut-être un jour j'aurai la chance de pouvoir participer à ce moment-là et j'ai eu la chance de pouvoir un jour jouer au Parc des Princes et puis après au Stade de France. Donc ce sont des moments que l'on n'oubliera pas. De 95 à 2007, votre carrière internationale, Thomas. Vos souvenirs, vous, d'enfance, c'est quoi? C'est plutôt le Grand Chelem 87? Ouais, mes souvenirs d'enfant, non, c'est aussi ce match face aux All Blacks à Nantes, que j'avais vu, et la première fois aussi j'avais vu les All Blacks, et puis après, c'était des matchs de tournoi, mais qui étaient un petit peu monotones, on va dire, à cette époque-là, avec une équipe d'Angleterre qui était pas très flamboyante, et où tout le monde rêvait aussi d'un retour des Gallois, qui dans les années 70 avaient fait de merveilleux tournois, donc moi j'étais un petit peu bercé à ça, en regardant les matchs en noir et blanc des Gallois, Gareth Edwards, Barry John, qui me faisait rêver. Thomas Castaignède, parlons quand même de cette équipe de France 2022. Elle vous fait vibrer, vous, devant votre écran de télé ou en écoutant Sud Radio, bien sûr? Oui, alors, bien sûr, mais elle donne envie d'être aimée, parce qu'on va dire qu'elle a elle est à la fois généreuse, elle est à la fois disciplinée, elle est à la fois enthousiaste. On sent qu'il y a aussi beaucoup de connivence entre les joueurs. Il y a aussi beaucoup de respect, c'est-à-dire il y a des grands joueurs qui acceptent de sortir à un moment dans un moment du match pour être remplacés sans avoir de comportement, on va dire, déplacé. Donc on a envie en tout cas de les suivre et je suis sûr que c'est pas la fin de quelque chose, ce match face à l'Angleterre, mais c'est plutôt le début d'une grande aventure pour cette équipe de France. Voilà. Oui, une première consécration pour venir, on va dire, récompenser le travail effectué depuis maintenant 2020. Thomas, est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a beaucoup de Toulousains dans cette équipe et que c'est peut-être pas un hasard si elle réussit? Ça fait souffrir un petit peu Toulouse, étant donné que peut-être chaque week-end, on va dire que les Toulousains sont quand même parmi les meilleurs joueurs de l'équipe de France, mais en tout cas il manque beaucoup au Stade Toulousain, mais pour l'équipe de France il réalise de merveilleuses performances et puis toujours jamais rassasié, toujours en pensant à ce que pourra être le prochain match et surtout en essayant de donner le meilleur d'eux-mêmes, parce que ce sont de formidables joueurs mais aussi de très bons hommes et personnages. Quel point commun avec votre génération selon vous? On a l'impression qu'il y a toujours une forme de simplicité chez les rugbymen du Stade Toulousain, que quand ils rentrent dans cette institution-là, ils sont finalement des joueurs comme ceux qu'on a tous connus. Après, il n'y a pas qu'au Stade Toulousain, mais je pense que le rugby c'est l'école de l'humilité. Il faut faire preuve, chaque match est différent et il faut
voilà, savoir que une belle victoire à gagner peut être remise en question dès le lendemain. Donc c'est ne pas se satisfaire des victoires. Et je me souviendrai toujours du regard d'Antoine Dupont quand il est rentré d'un titre de champion de France et il demandait combien de victoires avait eu Jérôme Casalbou, et quand on lui a dit 7, il s'est dit moi je serais content quand j'aurais eu ce nombre de trophées. Donc ça veut dire qu'il lui reste encore pas mal de chemin. Voilà, et du coup il faudra qu'il fasse mieux que Fabien Pelouse et Olivier Magne, 4 grands chelems, on le rappelle. Hein, il lui reste du boulot encore. Thomas Castagnette, bonsoir. On entendait Raphaël Ibanez, le manager de l'équipe de France, se remercier très longuement en début de conférence de presse jeudi à l'annonce de l'équipe. Les clubs de top 14 de jouer le jeu, même de Pro D2, de jouer le jeu, d'adhérer au projet France. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, ça, que le rugby français professionnel adhère entièrement au projet d'un staff de l'équipe de France? Quand même un petit peu, je crois qu'ils ont su trouver les mots pour pouvoir on va dire satisfaire les différents clubs, alors de top 14 et de Pro D2 comme vous le dites, hein, parce qu'on voit des joueurs éclore même venant de Pro D2. Néanmoins, c'est vrai que ça paraît quand même aberrant de voir ces matchs de championnat qui sont joués pendant la période de top 14, et on voit que les clubs sont lourdement sanctionnés, en particulier le Stade Toulousain par ces matchs internationaux. Donc il y a une réflexion quand même globale qui sera amenée. Je pense qu'on peut avoir une équipe de France aussi flamboyante, mais peut-être c'est ce calendrier qui reste quand même la véritable problématique du rugby mondial doit être revu pour pouvoir un jour envisager satisfaire et l'équipe de France et les clubs. Voilà, avec effectivement ces Toulousains qui souffrent, voilà, et aujourd'hui on le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent sur l'antenne de Sud Radio, on a vu aussi les Toulonnais en match en retard essayer en tout cas compenser leur retard avec une victoire 41-11 face à La Rochelle, un beau succès des Toulonnais. Thomas, peut-être un pronostic pour ce soir, comment tu vois ce match France-Angleterre? Moi je me souviens de ton premier où tu avais libéré tout le monde par un drop salvateur au Parc des Princes. Est-ce que ça va être aussi serré? Un sale drop, ouais. Mais non, je pense que je pense que ça sera beaucoup moins serré. Et je pense que les mots. Alors moi, j'ai bien connu Eddie Jones, qui a été mon coach pendant une année quand j'étais à Saracens. Voilà, c'est un grand bonhomme, mais je pense qu'il a essayé de remonter son groupe. Mais l'Angleterre arrive avec peu de certitude quand même sur ce match, avec une équipe remaniée. Normalement, quand on arrive dans le dernier match du tournoi, on doit arriver avec des convictions, avec de la sérénité. Je crois que la sérénité et l'efficacité est du côté français. Après, il peut y avoir un fait de jeu qui modifie totalement la donne, mais sur les forces en présence, je pense qu'on est nettement supérieur à cette équipe d'Angleterre. Voilà, comment et justement le fait que tu parles des Saracens et de cette je me mets à te tutoyer, Thomas, mais bon, à la fois on est plus en phase avec la réalité. Mais Thomas Castagnette, quand même un mot sur Sean Edwards, parce que toi tu l'as croisé à l'époque où il était au Wasp, c'était un adversaire pour vous, les Saracens, mais on a l'impression quand même qu'il a une place qui est prééminente dans ce staff, et qu'aujourd'hui la défense du 15 de France est devenue un atout, que c'est comme un rempart. Oui, mais alors j'en discutais l'autre jour avec Lorenzo Zalaglio, et je pense que Raphaël Ibanez est vraiment à œuvrer pour le faire venir. Alors Sean Edwards, je crois qu'il m'a jamais dit bonjour, parce qu'entre les Saracens et les Wasps, c'est pas vraiment la grande entente. Donc, mais je reconnais qu'il avait un talent quand même qui est absolument incroyable, et qu'il a aidé les Wasps à devenir une très grande équipe et avoir des succès. Après, il est parti sur le rugby international. Je pense que c'est un homme de peu de mots, mais par son regard, il arrive à transmettre des choses. Voilà. Voilà, et on espère peut-être que ça nous servira ce soir, mais le moins possible en tout cas. Julien Thomas est avec nous, peut-être. Julien, une question pour Thomas Castagnette avant de le libérer. Bonsoir Thomas, c'est Julien Thomas. Oui, j'allais te poser une question, vu que tu avais vécu la carrière aussi en Angleterre. Souvent on a copié un modèle anglais pour l'amener en France, à les équipes de France, ou par rapport aux Blacks aussi. Est-ce qu'actuellement, et notamment avec les interviews de Fabien, qui veut mettre son modèle à lui, les Anglais sont pas en train peut-être de venir nous copier côté français, ou ils sont en train de préparer quelque chose jusqu'à la Coupe du Monde? Alors une copie, mais je pense qu'ils copient la mauvaise copie du rugby français, c'est-à-dire qu'ils sont en train de. Alors après,
Ils ont mis un demi d'ouverture qui est aujourd'hui flamboyant, mais après, au niveau de l'efficacité, de la consistance, voilà, je sais pas si réellement il peut tenir voilà, la distance, surtout face à l'équipe de France. Et puis on voit que bon, ils ont quand même aussi peu de ressources pour aller chercher Yang Salamene, quand même, qui a de l'expérience et qui est assez âgé, mais face à un Dupont qui est en pleine possession de ses moyens. Je crois qu'ils essayent de faire un rugby de mouvement qui bouge, mais qui ne correspond pas à leur mentalité et qui aujourd'hui peut-être est moins adapté que le rugby français, qui lui a su s'adapter aux règles, a su s'adapter aux évolutions du rugby. Et aujourd'hui, je pense qu'on a toutes les ressources, il y a quand même un staff aussi qui a trouvé toutes les bonnes combinaisons pour permettre aux joueurs de s'exprimer du mieux possible. Et c'est ce que l'on voit, je pense, à chaque fois, parce que on est vraiment à chaque fois surpris par la qualité de jeu de notre équipe et surtout par l'enthousiasme et la générosité qu'ils mettent dans leur match. Bon, Thomas, et peu importe qui a sur le 15 de départ en plus. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Le match ce soir en famille, avec des amis Pizza party, j'ai fait venir un copain londonien chez moi, voilà, et ce soir il va ramasser, je pense, parce que ça va être difficile pour lui. Voilà. Très bien. Merci Thomas Castagnède. Grand Chelem 98 pour Thomas. Et alors en 97 j'aurais pu le faire, mais j'avais croisé Richard Dours qui m'avait un petit peu ratatiné, donc ça avait été un petit peu difficile. Ouais. Voilà. Et puis après il y a eu le temps d'Achille et 2004, j'ai un doute en fait. Non, 2004, non, j'étais au frigo à cette époque. Ouais. Bernard m'avait mis au congélateur, donc non, Allez, bonne soirée pizza alors, Thomas. À bientôt sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour cette soirée spéciale au Stade de France pour ce France-Angleterre 2022 qui va peut-être entrer dans l'histoire. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. En direct du Stade de France, à 1h du coup d'envoi entre la France et l'Angleterre pour peut-être la 10e levée du Grand Chelem de l'histoire du rugby français. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite. Tiens, c'est la dernière journée de ce tournoi 2022. Les joueurs sont pour certains à l'échauffement, certains sont venus il y a quelques minutes. Antoine Dupont, il y avait également François Cross, il y avait Julien Marchand. Là, actuellement, on voit Romain Tama qui fait quelques accélérations, Melvin Jaminet un petit peu de jeu au pied, c'est un petit peu à la carte pour l'instant, mais en tout cas l'ambiance est en train de monter à 1h du coup d'envoi. On est avec Alexandre Priam bien sûr, Julien Thomas qui est avec nous et nos invités, parce qu'on a eu Fabien Pelouse, on a eu Jean-Pierre Yves, on a eu Thomas Castagnède et on a avec nous en direct sur Sud Radio Jo Mazo. Bonsoir Jo Mazo. Bonsoir François. Merci d'être avec nous en direct. On va rappeler aussi quand même Jo dans cette dernière journée du tournoi, tiens, la victoire de l'Irlande face à l'Écosse, hein, il faut le dire. Exact. Et avec le point de bonus. Avec le point de bonus, effectivement, ça change quand même pas mal de choses, hein, parce que cette victoire de l'Irlande face à l'Écosse 26-5, elle nous oblige aujourd'hui à gagner ce match. Bon, on s'attendait à ça, hein, globalement. 26-5 avec des essais inscrits par Dan Sheehan, Cianili, Van der Flyer et Conor Murray côté irlandais. Puis on rappelle que l'Italie s'est imposée au Pays de Galles 22-21 pour la première fois de son histoire, première victoire des Italiens depuis 2015. Avec un essai, Jo Mazo, que j'espère que vous avez vu, parce que magnifique, oui. Hein, ça a dû vous rappeler quelques souvenirs. Et bien sûr, et je ne comprends pas comment le petit carrière de Grenoble, il n'a pas joué plus souvent avec l'équipe d'Italie. On se pose tous la question, hein, Jo. Il avait déjà fait une entrée déterminante contre l'Écosse avec 2 essais. Avec 2 essais, et puis là il a été absolument génial, parce que il a donné un peu de folie, cette folie qu'on a appelé longtemps le French Flair, et que vous incarnez, Jo Mazo, parce que vous incarnez aussi ce premier Grand Chelem. C'était il y a 54 ans, non pas pour vous dire que le temps a passé, mais quand même. Bien sûr. Non, mais écoutez, moi d'abord j'ai joué les 2 matchs. Le premier match avec le père à François Trio au centre, et le dernier match avec Claude Dourte au centre, et les deux autres matchs. Je crois que l'équipe de France a joué seulement avec 4 joueurs titulaires, qui étaient André Campez, Walter Spanghero, Christian Carrère, notre capitaine, et Elie Sester. Voilà les 4 seuls joueurs qui ont joué
tous les matchs de ce Grand Chelem. Et ensuite, il y a eu un match de sélection. Entre le deuxième et le troisième match. Et il y a tout un pan de l'équipe qui a été enlevé. Notamment Benoît Doga, tous ces grands joueurs. Et moi, je n'ai eu la chance de jouer le dernier match que parce que Jeannot Trio était blessé, sinon j'aurais pas joué. Il s'est blessé, on peut le rappeler, la veille du match, et comme il n'y avait pas de remplacement, il a préféré s'abstenir. Exactement. C'était ça à l'époque, parce que c'est vrai qu'en 68, il n'y avait pas de remplacement. Je crois que c'est arrivé la saison d'après, ou 2 saisons après. Enfin, en tout cas, c'était ce rugby-là. Et vous étiez allé chercher quand même le Grand Chelem. Vous, c'était à l'extérieur, face au Pays de Galles, qui était quand même la référence de l'époque. Et oui, c'était les débuts de la charnière Gareth Edwards et Barry John. On avait tous le même âge, et eux, ils avaient quand même une équipe beaucoup plus mature que nous, et 55 000 spectateurs, mais malheureusement un temps plus vieux qui nous permettait pas d'avoir un jeu à beaucoup de passes, quoi. Voilà. Ouais. Daniel Herrero nous rejoint, tiens Jo, sur l'antenne de Sud Radio. On va bien sûr vivre cette soirée ensemble. Daniel, Jo. Bonsoir Daniel. Je salue Jo avec affection, comme tu l'imagines. La mémoire est bonne, au cœur vibre quand j'entends ce citoyen à quelque niveau que tu sois, Jo. Daniel, si on me dit que tu es en bonne forme, ça me ravit. Voilà. Oui, ça va. Ça va très bien pour le temps. Jo qui est chez lui pour vivre cette soirée du Grand Chelem, lui qui a été l'un de ces joueurs qui a soulevé, qui a vécu cette première épopée. On en parlait autant du Grand Chelem à cette époque. Ça avait fait grand bruit ou pas en 68? Non, pas du tout. Jo. Pas du tout, François, parce que d'abord on arrivait le mercredi, on avait le rassemblement qui était juste le mercredi. En plus, c'était une époque où on était en transition d'entraîneur. On n'avait pas trop d'entraîneurs, parce que ce n'est que l'année d'après que Fernand Cazenave et Michel Salin sont arrivés, et nous là on était sans entraîneur. Alors, parce qu'ils avaient écarté Jean Prat de l'entraînement, et on se retrouvait un peu sans entraîneur. Mais bon, on était assez adultes et pour pouvoir ensemble définir une tactique et un jeu cohérent. Voilà. Ouais, il y avait quelques profs de gym en formation. Et complètement, oui, c'est exact. Dans la famille. Dans la famille, effectivement. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est une époque qui a changé. Est-ce qu'il y a eu un avant et un après Grand Chelem ou pas, Jo? Vous qui avez été les pionniers. Oui, bien sûr. Il y a eu un avant-après Grand Chelem, c'est-à-dire qu'après, on a fait une fête pas possible à Paris, ça c'était tentant, parce qu'à l'époque on fêtait la 3e mi-temps, c'est pas Daniel qui me contredira. À l'époque on faisait le 3e mi-temps, et c'est-à-dire que quand on est rentré du Pays de Galles, de Cardiff, nous sommes restés le dimanche et le lundi sur Paris, en tout cas pour les célibataires, avec l'approbation du père Leroux qui était le sélectionneur de l'époque. Ouais, on n'ira pas plus loin sur les détails, Jo, hein, mais en tout cas, on a envie aussi de traverser les époques. Après ce premier Grand Chelem, vous avez été l'un des managers et dans l'encadrement du 15 de France. Et ouais, vous avez vécu l'après, le début du professionnalisme, 2002, 2004. Comment on les vit quand on est dans un staff? C'est grisant aussi? Oui, c'est grisant, mais surtout on souffre beaucoup plus quand on est dans les tribunes. Et il n'y a qu'à demander à Daniel, quand il était entraîneur du RCT de Toulon, voir s'il n'était pas, si pendant 80 minutes, c'est grisant. Après, dès que l'arbitre a sifflé la fin du match, là on est. Parce que quand je vois Fabien Galtier et Raphaël Ibanez dans les tribunes, je sens qu'ils sont anxieux et qu'ils souffrent. Mais bon, après, je souhaite à tous de pouvoir encadrer un jour une équipe et d'avoir ces émotions-là. Mais
Moi j'ai fait le Grand Chelem en tant que manager de l'équipe de France, 97, 98, 2002, 2004 et 2010. J'étais du dernier Grand Chelem avec Marc Guévremont. Voilà, avec Marc. Et bien sûr, c'est toujours fantastique quand on arrive à décrocher le gros lot comme ça. C'est quoi le risque ce soir pour l'équipe de France là? On dit qu'elle est hermétique à la pression, cette jeune génération. Est-ce qu'elle peut être rattrapée par la pression ce soir? Je crois que la grande chance d'abord c'est de jouer chez nous, d'avoir tout un public, et j'ai été agréablement surpris, notamment lors du match contre les All Blacks en novembre, de voir toute la passion de ce public du Stade de France qui a soutenu l'équipe, et j'espère que ce soir ça va être à on aura besoin de ça. Mais tous ces jeunes joueurs ont été souvent champions du monde avec les moins de 20 ans. Ils jouent tous dans les grandes équipes de notre championnat. Ils savent ce que c'est la pression. Je crois qu'ils vivent bien entre eux. Tous ces moments qu'il faut bien appréhender positivement. Et puis, la grande chance, c'est qu'ils gagnent. Ils ont 4 victoires derrière eux, la confiance s'installe. Bien sûr qu'ils sont capables de bien gérer la difficulté, puisque on sait que les Anglais vont pas venir pour, comme on dit à Toulon, pour peler des figues. Ils vont venir avec le couteau entre les dents pour pouvoir nous empêcher de faire le Grand Chelem. Alors voilà, on a une équipe pour gagner. On est chez nous à Paris et on a des joueurs qui sont matures. Alors, pas de problème. Je pense que ce soir nous sommes favoris et j'espère qu'on va le démontrer. Bon, quel est le joueur qui a pour toi une créativité qui t'inspire, Jo, et en tout cas que tu apprécies, que tu regardes avec plaisir là? J'aime beaucoup de joueurs. J'aime beaucoup bien sûr Dupont, incontournable. Antoine, puisqu'il est toujours, il est à la créativité, il est au plaquage. Mais j'aime beaucoup Romain Tamac, qui sait diriger une ligne de 3/4, qui sait trier les ballons, garder les ballons qu'il faut, donner les ballons au bon moment. J'aime aussi malheureusement le petit Jalibert qui n'est pas ce soir remplaçant, mais j'aurais aimé qu'il soit là pour pouvoir justement participer à ce que j'espère sera la finalité positive de ce match. Mais on a 2 ailiers, Villiers et Damien Penaud. Et Damien Penaud, qui sont sans faille, 2 centres sur qui il faut compter, Ficou, Danti, l'arrière qui est surprenant, mais moi je l'ai vu jouer avec Perpignan, et c'est tous les dimanches qu'il fait des matchs de haut niveau. Alors, je dis, on a un paquet d'avant, une 3e ligne sans faille, deux secondes lignes qui sont magnifiques et je pense aussi que un garçon comme Leroux, s'il avait pu être là, il aurait été aussi de la partie, et une première ligne, notamment Antonio à droite, magnifique, Bail et Marchand, l'école toulousaine, tout ça est bien en place et on va se régaler. En tout cas, tous mes copains qui sont là aussi vont supporter notre équipe de France. Bon, mais super, Jo, merci d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Voilà, on traverse les époques et les noms aussi des Ntamak, des Penaud. Ben voilà, c'est aussi cette transmission, Jo, dont on parle aussi à travers les générations depuis ce premier Grand Chelem en 1968. Merci d'avoir été avec nous. Et je voudrais rajouter juste ce qui m'a rassuré. Je voudrais rajouter qu'aussi bien Fabien, Raphaël et tout le staff, bien sûr, sont partie prenante dans la réussite de cette équipe. Et je voudrais les saluer et les remercier en tout cas pour tout le boulot qu'ils font.
Et vous savez de quoi vous parlez. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup de similitudes, en tout cas, dans le travail, par exemple, de Raphaël et ce que vous faisiez. On sent que vous les avez inspirés. Merci, Jo, d'avoir été avec nous en direct sur l'antenne de Sud Radio pour vivre donc cette soirée de France-Angleterre avant, on l'espère, le Grand Chelem. À bientôt, Jo. Bonsoir, François. La bise à toi, Daniel. Ciao, ciao. À bientôt. Merci, on va se retrouver dans un instant sur l'antenne de Sud Radio pour la suite ou pas, Quentin qui est avec nous qui... ouais, on va faire effectivement une petite pause, on va se retrouver dans un instant. Julien Thomas est toujours avec nous et bien sûr le coup d'envoi qui se rapproche, c'est dans 45 minutes et les joueurs sont sur la pelouse, c'est l'échauffement, on vit ça en direct sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, François Trio. En direct du Stade de France pour vivre cet avant-match entre la France et l'Angleterre. Dernière journée du tournoi Destination 2022 et peut-être, on l'espère, le 10e Grand Chelem de l'histoire du rugby français. Avec nous, un joueur qui a connu ces émotions-là, c'est Julien Pierre. Bonsoir Julien. Salut François. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Julien Pierre, ancien deuxième ligne du 15 de France, vice-champion du monde en 2011 et surtout voilà, de cette épopée de 2010. Ça fait loin, ça fait déjà 12 ans Julien. Ouais, ça fait loin, ça fait trop loin, il faut vite un nouveau grand chef, je crois là. On a besoin et ils vont le faire ce soir. Bon, est-ce que vous les sentez bien et à l'abri d'un couac ou d'un fait de jeu, quelque chose qui pourrait venir un peu gripper la belle mécanique? Face aux Anglais, on n'est jamais à l'abri de quoi que ce soit et évidemment, s'ils peuvent venir nous gâcher la fête, ils le feront. Mais on les sent maîtriser leur sujet quand même depuis quelques mois. Ils maîtrisent leur rugby. Ils maîtrisent pas mal de choses, pas mal de composantes, même autour du rugby, dans leur communication et tout. Donc on les sent bien maintenant. Voilà, c'est 80 minutes, on espère une belle victoire et puis un 10e Grand Chelem. Julien, toi, tu as fait partie alors un peu à cheval sur cette équipe de France qui a préparé alors Julien Thomas, parce que c'est aussi notre consultant. C'est vrai qu'il y a deux Julien en même temps. Je me suis dit il fallait que tu fasses attention. Voilà, Julien Thomas avec Julien Pierre. Julien Thomas, toi aussi, tu as fait partie un peu, si je me trompe pas, de cette équipe qui a finalement fait le Grand Chelem. Alors toi, tu n'as pas eu ce Grand Chelem, mais tu l'as préparé. Tu as vu l'équipe de France progresser entre la Coupe du Monde et le Grand Chelem entre 2007 et 2010. Oui, totalement, mais c'est surtout salut dis le Chabot, Jupi. Comment vas-tu? Ça va. Et surtout, oui, non, mais tu vois quand même une équipe de France et un fonctionnement qui monte en puissance avec bien sûr des stratégies, avec des hommes forts et des noyaux vraiment de leaders qui se mettent en place et forcément les jeunes gravitent un peu autour pour donner par rapport à tes performances en club. Mais jusqu'à ce que après une liste de Coupe du Monde, mais Juppy lui faisait partie des patrons un petit peu quand même de cette équipe de France en seconde ligne, donc il en parlera mieux que moi, mais moi j'étais encore jeune vu que j'ai 20 ans de moins que lui il a joué jusqu'à 102 ans. je crois que c'est faux D'être abusé, j'ai gardé l'identité aussi. Et tu dois être content Julien Pierre d'être venu, tu saloperie de Julien Thomas au bout de 2 minutes. J'en attendais pas moins que lui, c'est un numéro 9, c'est toujours court et de loin c'est facile après. C'est la même configuration, me semble. 2010 ça termine contre l'Angleterre, on est d'accord Julien Pierre? C'est exactement ça termine contre l'Angleterre. Mais il pleuvait des Corses il y a 10 ans, mais c'est exactement la même configuration et forcément encore une fois avec des Anglais qui ne sont pas vraiment maîtrisés leur rugby, mais bon voilà, ils peuvent maîtriser la Grand Chelem, ils vont évidemment le faire avec grand plaisir, donc méfions-nous. C'est une équipe quand même expérimentée, avec quelques vieux rognards dans cette équipe, mais voilà, comme disait Jules, il y a quand même dans cette équipe de France des tauliers qui s'affirment, des jeunes qui ont vraiment du talent, et puis une confiance collective, une envie de pouvoir gagner ensemble, on le sent, ça se dégage, donc voilà, on va y croire.
Ouais, on va revivre ce que vous avez vécu il y a 12 ans grâce à Alexandre Priam qui s'est occupé un petit peu cette semaine à faire revivre ces moments un peu d'archives. 2010, ce grand chelem donc par la bande entre guillemets de Marc Lièvremont et toute cette génération. Écoutez, il y avait aussi Julien Pierre, c'est en direct sur Sud Radio. Il a fallu surtout l'état d'esprit remarquable des joueurs et beaucoup de courage. On savait qu'aujourd'hui ça allait être très dur, ça l'a été. En plus les conditions climatiques ne nous ont pas aidé du tout. On a joué dans un jeu qui n'était pas le nôtre, mais on n'a rien lâché jusqu'au bout, donc voilà pourquoi on est très content de ça. Bon, ça a été dur, mais bon voilà, c'est gagné, donc c'est fait. Je vais les rejoindre. C'est magnifique. Je crois que ce groupe, on l'oubliera pas. On a fait quelque chose de grand aujourd'hui, c'est bien. On n'a pas joué notre jeu face à cette Angleterre. C'est vrai, Julien Pierre, il pleuvait, mais l'Angleterre vous avez empêché de jouer à votre guise et au final, il y avait eu quand même de la crainte. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que quand on regarde l'ensemble du tournoi en 2010, on maîtrise entre une victoire en Écosse, une belle victoire contre l'Irlande à domicile, et puis après on enchaîne au Pays de Galles et puis l'Italie. Et c'est vrai que les Anglais nous avaient un peu cadenassé. Le temps favorisait aussi ce jeu-là. Et évidemment, ils vont essayer de reproduire la même chose aujourd'hui, mais on va voir comment ça va se passer. Mais on espère qu'on va pouvoir débrider vite le match et pouvoir enchaîner comme il faut. Ils sont là les Français sur la pelouse actuellement bien groupés, une chanson d'Aznavour qui est diffusée dans le stade et on sent toujours cette force collective, il y a toujours des échauffements qui sont assez intéressants à côté français. Tiens, Julien Malzieu est avec nous également, lui aussi il a fait partie de cette équipe victorieuse en 2010. Bonsoir Julien. Bonsoir. On va aussi un peu de Julien en fait. Qu'est-ce qu'il fait là lui? Un cruce trouvé sur le bord de la route. Donc là il y a Julien Pierre, Julien Thomas, Julien Malzieu. Voilà. Qu'est-ce que ça a changé pour vous Julien Malzieu de vivre cette aventure d'un grand chelem? Voilà, on vous en parle encore. Qu'est-ce que ça on va dire, quel souvenir vous gardez de ce moment-là? Un super souvenir forcément, et après j'en garde surtout une expérience incroyable avec tous les potes à l'époque de Clermont, que ce soit Julien Pierre, Jules Bonner, Morgan Parra, Alex Lapendry. C'est vrai qu'il y avait même Aurélien qui a joué le premier match, après malheureusement qui s'est blessé, mais forcément ça nous a permis d'avoir un titre en commun, d'engranger énormément de confiance et d'expérience. Et je pense que ce titre-là, ça nous a aidé pour la fin de la saison, et ça s'est fini en apothéose pour nous. Donc c'est sûr que c'est pas anodin de faire un grand chelem. On le voit 12 ans après, ça n'a toujours pas été réalisé par l'équipe de France. Donc c'est surtout ça. Ça permet d'engranger énormément de confiance et d'expérience aussi, quoi. Oui, les Clermontois qui ensuite, on le rappelle, ont remporté le premier titre de l'histoire du club alors qu'ils butaient depuis de nombreuses fois sur cette dernière marche en top 14. Qu'est-ce qu'explique cette longue attente de 12 ans, hein? C'est la plus longue période entre deux grands chelems, si on le fait ce soir, Julien Malzieu. Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je suis pas un spécialiste en la matière, mais il y a une nouvelle génération, il y a eu un changement de staff. Après, moi, voilà, je suis pas au milieu de tout ça pour savoir même si en 2012, j'ai commencé le premier tournoi sous l'ère Saint-André, mais ouais, il y a eu une grosse génération qui est partie en 2012. Il a fallu reconstruire avec des nouveaux joueurs. La mayonnaise n'a pas forcément pris. Je sais pas, moi, après, est-ce que le discours des différents staffs passait bien avec les joueurs? Est-ce que les joueurs se sentaient bien? Est-ce qu'ils se sentaient en confiance? Franchement, je sais pas. Ça faudrait demander aux mecs qui étaient dans le truc. Mais ce qui est sûr, c'est que on a changé de sélectionneur, ça n'a pas marché. On a mis Guinoves, qui pour moi est le meilleur entraîneur. C'est déjà celui qui a eu le plus gros palmarès en tant qu'entraîneur français. Donc pour moi, ça restait une référence. Et on voit que même lui, il a peut-être pas eu assez de temps, mais il n'a pas réussi à faire ce que Fabien Galtier est en train de faire. Donc je sais pas, franchement, il y a tellement de paramètres qui sont à prendre en compte, que les joueurs étaient là, mais voilà, après d'assembler
une quantité de bonnes individualités, ça fait pas forcément une bonne équipe. Donc je sais pas, il y avait quelque chose qui a pas marché, la mayonnaise a pas pris comme il faut, je sais pas franchement. Vous avez bien sorti, en tout cas sorti, Julien. C'était une question piège, hein, c'était une question piège. Attention. Ouais, Julien, ce soir, vous le voyez comment ce match, on va dire Julien Pierre pour commencer, Julien Malzieu ensuite, Julien Thomas après. Julien Pierre. Comment je le vois, ça va être un match cadenassé. Hein. Forcément, ils vont vouloir, ils l'ont annoncé, ils l'ont dit haut et fort. C'est quand même une équipe qui est puissante. Moi, je me méfie quand même de cette mêlée anglaise qui fait peur, c'est mal, qui est puissante et qui est expérimentée. Mais je vois un match que les Français vont vite prendre à leurs mains et ils vont donner les impacts, ils vont y aller, ils vont gagner et on a envie de voir ce grand chelem et ce trophée. Donc je vois un match, évidemment les 40-50 premières minutes, ça va être compliqué, ça va être dur, mais je les vois finir en beauté. Julien Malzieu. Après, moi, c'est vrai que je me suis plus focalisé, on va dire, sur l'équipe de France sur ce tournoi. J'ai pas pris le temps de regarder les matchs des autres équipes, mais sur ce que j'ai pu lire à gauche et à droite, c'est vrai que les Anglais, je vais pas dire qu'ils balbutient un peu leur rugby, mais c'est vrai que depuis cette finale de Coupe du Monde, on a du mal à les retrouver à leur meilleur niveau. Donc sur moi, ce que j'ai pu voir et ce que j'ai pu regarder, je suis pas plus inquiet que ça. Après, c'est vrai que ça reste les Anglais et que c'est nos pires ennemis ou nos meilleurs ennemis, je sais pas, mais je pense que un peu comme Julien Pierre, je pense que la première heure, je pense que ça va ferrailler dans tous les sens, ça va être assez âpre et après serré, et un peu serré, pardon, et après j'espère que comme depuis le début du tournoi, que quand les remplaçants vont rentrer, ça va amener une énergie et une âme supplémentaire et qu'on va faire basculer le truc à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'après, j'espère que à la mi-temps, le match sera plié, un peu comme contre les Blacks où tout le réussissait, et ça serait beaucoup plus sympa dans notre canapé de voir une équipe de France qui domine dès les 40 premières minutes. Ça serait beau. Les trois Julien, on pose une question sur la page Twitter Sud Radio Rugby. Qu'est-ce qui pourra empêcher le 15 de France de réaliser ce grand chelem selon vous? On a 4 propositions. L'Angleterre en 1, la pression de l'événement en 2, en 3 la discipline et l'arbitrage, et en 4 rien ne peut nous arrêter. Tiens Julien Thomas, on commence par toi. Pourquoi tu votes toi? J'ai voté l'Angleterre. Pas la pression, parce que c'est une équipe qui est habituée à cette pression. Elle m'a étonné de sa sérénité sur les derniers matchs, et puis malgré la moyenne d'âge qu'on a dit de 26 ans, on a l'impression qu'ils ont tous sans sélection et qu'ils sont sereins jusqu'à la dernière minute. Donc ça c'est une nouvelle génération. Mais en tout cas l'Angleterre, parce qu'elle vient là sans rien perdre, sans rien gagner. Elle vient là pour te casser des bonbons, parce qu'elle veut te gagner pour pas que t'enlever un grand chelem, on va dire. Et puis dans ce crunch, et surtout c'est une équipe d'Angleterre qui pour moi est vieillissante, c'est pour ça qu'elle commence dans le déclin, et face à quand même une équipe française qui est elle par contre pleine d'énergie. Je rappelle les propositions, il y a l'Angleterre évidemment, la pression, la discipline et l'arbitrage, où rien ne peut nous stopper entre guillemets. Julien Malzieu, tiens, votre choix. Moi j'ai envie de dire rien peut nous stopper, j'ai envie d'y croire, et c'est vrai que cette nouvelle génération moi me fait réaimer un peu le rugby, on va dire, et je me regarde tellement à les voir jouer, ils sont tellement imperturbables et tellement confiants dans ce qu'ils font, que voilà, j'ai envie de dire rien peut nous arrêter aujourd'hui, et comme l'a dit Jules Thomas, cette équipe d'Angleterre, n'a pas, voilà, c'est pas la grande équipe d'Angleterre qu'on a pu voir notamment pendant la dernière Coupe du Monde où là ils étaient irrésistibles, et où même moi je pensais le premier qu'ils allaient être champions du monde. Donc franchement, ils ont pris un gros coup derrière la tête, ils sont peut-être un peu vieillissants aussi, il leur manque quelques cadres. Donc franchement, moi j'ai envie de répondre, rien peut nous arriver. Je pense qu'ils sont bien préparés, et j'ai vraiment envie d'y croire,
et que tout se passe comme ça. Exactement. Et on y croit on va avoir bien sûr la réponse à ces questions, à notre sondage de Julien Pierre, mais quand même juste pour vous faire vivre un peu l'ambiance, le stade est quasiment plein là actuellement à une demi-heure du coup d'envoi, et les Français sont à l'échauffement, c'est monté un petit peu en pression, les avants là sont sous la houlette de Thibaut Giroud, et ils font un peu type un peu 30-30 là, voilà, où on part un peu d'une position allongée et on fait 22 mètres aller-retour. Tout ce que vous avez aimé, Julien Pierre, tiens la réponse au sondage Sud Radio. Tout ce que j'ai aimé, que je n'aime plus du tout. Non, mais par contre, comme Zen, je crois qu'aujourd'hui, rien ne peut nous arriver parce que cette équipe, on s'en fait maîtriser complètement son rugby. La pression, l'arbitrage, la discipline, la pression, je crois qu'ils ont prouvé déjà que c'est pas ça qui allait les faire déjouer. L'arbitrage, la discipline, aujourd'hui, si tout le monde sur le terrain, ils sont dans le truc, ils maîtrisent leur rugby encore une fois. Après, il faut toujours faire attention aux Anglais, quoi. Donc ils n'ont rien à jouer à part nous dans un grand chelem. Et je pense qu'on serait dans leur position, on aurait pris sur envie, c'est de leur enlever ce grand chelem sur la dernière marche. Donc rien ne peut nous arriver, mais attention à cette Angleterre vieillissante, qui balbutie un peu son rugby, oui, mais ça reste Angleterre. Voilà, ça va être Angleterre avec des grands joueurs. Pendant 70 minutes contre l'Irlande à 14 contre 15 la semaine dernière. Les Français viennent se regrouper là pour se motiver un petit peu, écouter les dernières consignes de Fabien Galtier en groupe, et puis là on part sous forme d'atelier. C'est l'échauffement ici au Stade de France à moins d'une demi-heure. Ce match nous allons vivre en direct en intégralité avec Daniel Herrero. Juste quand même, messieurs, avant de vous libérer, parce que vous allez vivre cette soirée bien sûr en écoutant Sud Radio, mais racontez-nous quand même l'après, quand on réussit le Grand Chelem. Allez, il y a bien une anecdote un peu mémorable que vous pouvez nous livrer. Maintenant, il y a prescription 12 ans après. Oui, il y a une balance. Non, il n'y a rien de spécial, si ce n'est une bringue de l'espace et pas mal de trous de mémoire de cette soirée-là. Mais après, non, il n'y a rien de... franchement, il n'y a rien de vraiment croustillant, si ce n'est qu'il y a quelques joueurs qui se sont un peu oubliés le lendemain, parce qu'on avait une réunion à, je ne sais plus quelle heure il était, midi je crois. Il y a quelques joueurs qu'on n'a pas vus on ne sait pas trop où ils étaient passés, mais à part ça, non, il n'y a pas de... Et les noms, je ne pourrais pas les donner, je ne me rappelle plus de... C'est ça, les Clermontois, je crois qu'on était sortis du taxi à l'heure de la réunion. Mais certains, je ne sais pas. Après, non, il n'y a rien de... Ce n'est une bringue de fou, mais après, non, rien de croustillant. Bon, rien de croustillant. Julien Pierre aussi, vous n'êtes pas sorti, vous? Comment? Vous n'étiez pas sorti, vous, en 2010, après le Grand Chelem, Julien Pierre? Non, mais moi, justement, j'étais le premier à la réunion le matin. Donc pour voir que le thème n'était pas là, d'ailleurs, il n'était pas arrivé, donc voilà. Il faut savoir que Vicky, à 9h35, il est au lit. Hein. Donc on est tranquille. Merci en tout cas, messieurs, nous avez fait partager votre vécu de Schlemar. Voilà, il y en a eu 9 générations, 9 épopées. On espère que la 10e ce soir va être victorieuse. En tout cas, tout est prêt dans ce Stade de France pour vivre ça. Tout est prêt également sur Sud Radio pour le vivre, et notamment Daniel Herrero qui nous rejoint. Merci Julien Pierre, merci Julien Mazieux, et on croise les doigts pour nos Bleus ce soir. On va revenir quand même sur cette journée du tournoi, cette dernière journée. On rappelle peut-être, Alexandre, les résultats, parce que oui, la sensation, c'est en début d'après-midi la victoire de l'Italie au Pays de Galles. Et sacrée sensation quand même. Ah ouais, après immense. 36 défaites consécutives des Italiens dans ce tournoi des destinations, effectivement 7 ans qu'ils n'avaient plus gagné un match. Ils n'avaient aussi jamais gagné au Pays de Galles dans leur histoire, et c'était une victoire donc 22-21 grâce à un bon Garbici, un bon Padovani qui a signé notamment cet essai à la 79e, un essai côté italien offert par l'excellent Ange Capozzo, qui est virevolté dans ce match qui a été exceptionnel. Victoire 22-21. Le Pays de Galles est 5e de ce tournoi des destinations. L'Italie est dernière, mais avec quand même une victoire. Elle n'a pas de cuillère de bois dans ce tournoi des destinations. Autre résultat, c'est la victoire bonifiée in extremis quand même de cette équipe d'Irlande, qui est allée chercher le bonus offensif à la 79e minute de jeu des
essais de Dan Sheehan, de Sian Healy, de Josh Van der Flyer et de Conor Murray. 26-5, un essai côté écossais signé Schumann à la 35e minute. Les Bleus sont obligés de s'imposer désormais. Deuxième là, à l'heure actuelle. Deuxième, on a 3 points de retard sur l'Irlande. Une victoire non bonifiée suffit. Là, il n'y a pas de problème. Hein. Une victoire de 1 point, 9-8. Tiens, un petit 9-8 comme ça. Eh bien, ça nous fait 22 points et c'est gagné. Il nous faudra obligatoirement s'imposer aujourd'hui. Et même le cas de figure, par exemple, d'un match nul avec le bonus offensif. Vous savez, c'est possible, le bonus offensif. C'est 4 points c'est 4 essais, pardon, dans le tournoi des destinations. Il pourrait y avoir ce cas de figure-là, par exemple, d'un match nul avec 4 essais inscrits. Donc 3 points. On aurait 21 points. Sauf qu'on a plus 56 actuellement en goal average et l'Irlande a plus 105. Donc on vous le redit, c'est la victoire obligatoire pour l'équipe de France. Et les joueurs qui sont en train maintenant de manier le ballon, de faire un peu de mouvement en général, et on travaille la réception sur le jeu au pied. Je pense qu'on a cerné les intentions des Anglais. On va écouter quand même Fabien Galtier au sujet de cet objectif du Grand Chelem. C'était cette semaine en conférence de presse et ça n'a pas échappé à Alexandre Priam. Écoutez. Pour être honnête, pour être transparent, oui. Il faut être humble, bien sûr, rester à sa place parce qu'il y a un match à jouer samedi soir. Mais pour être honnête, oui. Nous voulions être dans cette position à l'heure actuelle. Nous y sommes. Nous avons tout fait pour y être. Les compétitions, elles se gagnent beaucoup pendant qu'il n'y a pas de compétition, entre les compétitions. Et tout ce qu'on a fait entre novembre et décembre avec les clubs, avec les managers de clubs, avec les joueurs, nous a permis d'être dans cette position aujourd'hui. Les voilà, les Français, dans cette position de remporter un grand chelem. Daniel Herrero, ce grand chelem, vous les avez tous vus, les grands chelems. Et c'est vrai quand même que 12 ans, c'est un petit peu long quand même. Et on est content de les retrouver quand même dans cette position. Ça dit la santé de notre rugby en fait, c'est un bon indicateur le Grand Chelem. Ah oui, alors la santé du rugby sur la terre de France, elle s'évalue évidemment à un certain nombre de paramètres, mais les performances de haut niveau de l'élite 1, de l'équipe nationale, c'est très très conséquent évidemment. Tout le monde sait par exemple dans le rugby de France, eh bien entre 2010 et 2020, ça a été l'ennui, ça a été la misère, ça a été la fringale, ça a été peu de performances. Et le rugby de France a traversé une période extrêmement difficile dont il aurait pu quasiment non pas être une vraie victime mais pas loin quoi. En d'autres termes, un grand chelem par exemple, ça atteste que en général ça atteste un réservoir. Il est rare, il y en a eu une fois dans l'histoire du rugby français où tout un tournoi s'est joué, nous étions là je pense en 77, toutes les performances du tournoi s'étaient jouées avec les mêmes 15. Mais depuis, on dira, depuis l'an 2000, depuis le passage au professionnalisme, depuis la mutation du jeu de rugby d'un jeu récréatif, enthousiasmant, généreux et éducatif à une performance sociale, un niveau de spectacle très élevé, voilà, où on sait que la performance est décisive dans l'analyse. On sait que le rugby de France n'a fait que, je crois, 2 grands chelems, 2002 et 2010. Donc dans les 20 dernières années, on n'a pas été gavé de ça. Hein. Il reste que 2004 et 2010. On en a fait 3 depuis qu'il y a le tournoi des 6 nations. Le Pays de Galles en a fait 4 et l'Angleterre en a fait 2. Absolu. Bon, non, nous sommes quand même dans le... Non, alors l'idée, la réponse, c'est... ça atteste quand même que le rugby de France, celui-là, cette période-là, elle est plutôt bonne. Nous avons du réservoir, nous avons des féminines, nous avons des très bons jeunes depuis les cadets. Quasiment dans tous ces secteurs-là, la formation atteste un niveau de performance. Et donc il y a une richesse de fond qui fait que l'élite aujourd'hui en bénéficie. Qui plus est, il y a quand même, et c'est un des paramètres qui donne le confort à l'équipe nationale et à ses résultats, il y a malgré tout l'émergence au très haut niveau, je dirais pas d'une génération, mais il y a quand même, et c'est assez rare, si on observe le monde, c'est assez rare, il y a 5 ou 6 joueurs qui eux sont exceptionnels, on dira. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire des choses que la grande majorité ne fait pas ou qu'on ne fait jamais. Et ils ont, on peut les citer, tout le monde les connaît. On sait aujourd'hui que le talent avant qu'on parle d'Antoine Dupont et de Romain Tamac, mais le talent de Damien Penaud
il est rare. Il est rare, il n'a pas beaucoup d'équivalents. Le talent même de Fabien, de Gabin Villiers, il est rare. Bien sûr, ceux de notre paire de demi, ce sont des talents rares. Ce sont des joueurs assez exceptionnels et qui peuvent à eux tout seuls amener un 15 à la victoire. Donc, grande génération, grosse base, richesse des clubs, richesse de la jeunesse fondamentale du rugby de France. À la sortie, on joue légitimement pour un grand chelem. Hommage du Stade de France à l'instant à Federico Martin Aramburu, ancien international argentin, joueur du Biarritz Olympique, 2 fois champion de France avec le BO, qui a souvent affronté la France et notamment en Coupe du Monde, et qui a été tué par balle ce matin au petit matin dans Saint-Germain-des-Prés, dans Paris. C'est vrai que l'hommage était beau là dans ce Stade de France, comble pour ce joueur si charmant vraiment, et on est triste ce soir pour le rugby, pour sa famille, et de ce départ vraiment dans des circonstances encore nébuleuses, mais qui sont en train de s'éclaircir. En tout cas, vraiment une fin tragique pour ce joueur. On voudrait quand même adresser nos pensées à sa famille, tous ses amis. Je pense notamment à Thomas Lévremont, à Marc Lévremont, qui sont des proches de Federico Martin Aramburu, papa de 3 enfants. Voilà pour cet hommage et pour ce joueur que l'on apprécie. Voilà. Alors que le Stade de France siffle déjà Jaco Peyper. Jaco Peyper qui vient d'être annoncé comme arbitre du match, il vient d'être sifflé à l'instant par le Stade de France alors que les Bleus rentrent au vestiaire. Oui, on rappelle que Jaco Peyper, qui est l'arbitre de ce match décisif comme vous l'avez compris, et dont on vous le dit pour ne pas dire qu'on vous le rabâche quand même depuis un petit moment, en l'occurrence, Jaco Peyper est aujourd'hui au sifflet, et c'est une tâche conséquente, pour ne pas dire considérable, qu'il attend, vu l'importance de ce match. Mais précisons aussi que Jaco Peyper était l'arbitre du quart de finale en 2019, c'est-à-dire il n'y a jamais que 3 ans, quart de finale de la Coupe du Monde, où les Français avaient guerroyé contre les Gallois, et Jaco Peyper avait expulsé un Français, en l'occurrence Bahamaina, sur une délicatesse comportementale qui avait mis son coude un peu en avant. Et derrière, il y a eu l'affaire de la photo avec des supporters gallois, où il met un coup de coude, il mime un coup de coude dans un bar entre 4 et 5 bières. Voilà, ça peut arriver. Il semblerait aussi que les supporters... Dans un aéroport, pardon, oui, non. Non, en plus c'était... c'était pour rigoler, c'était rien de pour rigoler, sauf que bon, effectivement, c'était de mauvais goût vu de France. Et il avait perdu l'arbitrage de la finale, hein, quand même. A priori, il était pressenti pour ça. Il est rentré chez lui. Ouais. C'est un Français qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde. Voilà donc Jaco Peyper, l'histoire de l'arbitre, des histoires, il y en a. Eddie Jones s'est sifflé aussi. Eddie Jones aussi, voilà, la bronca pour Eddie Jones. Le Stade de France est chaud. Il l'a cherché celle-là. Un petit peu. Eddie Jones, c'est l'entraîneur du 15 de la Rose, vous le savez. Il est d'origine australienne, il est aussi de sang japonais, donc il vient un petit peu d'ailleurs, et il s'était permis il y a 2 ans une petite phrase un peu suffisante, on dirait. Quand on est de France et qu'un Anglais ou quelqu'un qui entraîne l'Angleterre nous prend avec quelque hauteur, ça pourrait générer des irritations, tu vois, quand on le semble un peu suffisant, qui nous ferait même un peu la morale. Et je me rappelle qu'il avait dit ce que nous allons faire à ces jeunes Français, oui, ils ne l'auront pas connu, ils ne l'auront pas vu, on va sans doute un peu les tabasser physiquement, et ça ils peuvent pas s'y attendre. Oui, mais là il a recommencé, Daniel. Il nous l'a refait un peu cette semaine. Ouais. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. Les Anglais sont en train de rentrer au vestiaire et le coup d'envoi qui se rapproche.